Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa, votre rendez-vous quotidien de la mi-journée, le métronome. Ce jour, je reçois Frédéric Ngema-Ondo. Il est un acteur de la société civile gabonaise. Monsieur Ngema-Ondo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour que nous continuions à décrypter l'actualité dans notre pays, cette actualité politique, évidemment, qui est axée essentiellement depuis le 31 décembre dernier sur la concertation politique annoncée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Depuis ce 31 décembre, des sons de cloche, parfois divergents, évidemment, sont mis en relief par les acteurs politiques et même par les acteurs de la société civile au sujet de l'opportunité, de l'importance de l'organisation d'un dialogue dans notre pays afin de préparer les élections futures apaisées. Monsieur Ngema-Ondo, vous aviez suivi cette actualité relative donc à ce discours d'Ali Bongo Ondimba dans lequel il a fait le bilan de l'année 2022, les prospections par rapport à 2023, mais il ressort de cette adresse à la nation du chef de l'État gabonais l'organisation d'un dialogue, d'une concertation politique dans les prochaines semaines. L'ensemble des forces vives de la nation est favorable à l'organisation de cette concertation politique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bon, je tiens d'abord à vous remercier, M. Pambou, de m'avoir accordé le privilège de m'exprimer sur votre plateau. Donc, je vous souhaite à vous et à toute l'équipe de la rédaction les meilleurs vœux, des vœux de santé. Et nous les souhaitons également à l'ensemble des populations gabonaises, notamment à son Excellence, M. le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. Nous lui souhaitons bonne santé, nous lui souhaitons longévité, nous lui souhaitons beaucoup de courage et de sagesse à la tête de l'État qu'il a jusqu'à présent su mener. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais pour le moment, c'est lui le chef de l'État et c'est lui qui donne des orientations, c'est lui qui donne des pulsions et je pense que son initiative donc d'appeler les forces vives de la nation à un dialogue de concertation est la bienvenue. Pourquoi? Parce qu'en principe, comme il a dit lui-même, il faut consolider les institutions, il faut consolider notre système électoral. Et je pense qu'il a pris conscience que les Gabonais doivent se fédérer pour qu'ensemble on aille plus loin. Et je pense que le choix du chef de l'État est judicieux. Et vous avez vous-même dit tout à l'heure que les partis civils et les partis de l'opposition, avec la majorité, se sont mis d'accord pour qu'on essaye de voir dans quelles conditions nous allons élaborer ces propos. Les différents propos qui ressortent lorsqu'on analyse le système politique gabonais, c'est le cas des élections. Donc je pense que c'est ce sur quoi la société civile et les partis de position veulent discuter parce qu'ils veulent aujourd'hui qu'on ait des élections transparentes, des élections qui se passent dans la paix. Et aujourd'hui, il s'agit aussi de revoir un certain nombre d'éléments, comme par exemple la révision des listes électorales, l'établissement par exemple des cartes, et je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'aujourd'hui, le président lui-même l'a reconnu, que notre système a eu beaucoup de failles et on a eu beaucoup d'incidents et il faut aujourd'hui faire en sorte que ce système se passe bien dans les cas des prochaines échéances, comme l'ont dit des confrères qui disent qu'aujourd'hui, l'année 2023 est une année cruciale parce que en 2018, nous avons vécu, n'est-ce pas, l'élection législative et locale, mais cette année 2023, nous avons 3 élections, c'est-à-dire nous avons la présidentielle, nous avons les législatives, nous avons les locales. Donc il est tout à fait judicieux. Je pense que le chef d'État a bien réfléchi, que les Gabonais se retrouvent, les acteurs politiques se retrouvent pour qu'ensemble, on trouve des situations où on va aller dans ces élections-là de manière sereine. Alors, la démocratie gabonaise est une démocratie qui est en construction depuis 1990, retour du multipartisme au Gabon. Mais depuis 1990 également, il y a eu l'organisation de plusieurs rencontres réunissant les acteurs politiques, notamment les accords de Paris au lendemain de la présidentielle de 1993. Il y a eu une mobilisation justement des acteurs politiques. Il y a eu à Rambo, il y a eu à Gondier, les accords d'Agondier après la présidentielle de 2016. Mais depuis 1990 quand même, ça fait plusieurs décennies, on fait le constat que le système électoral gabonais présente encore certaines limites ou certaines failles. Comment comprendre que malgré toutes ces concertations précédentes, les acteurs politiques gabonais ont encore du mal à pouvoir s'accorder sur l'essentiel en termes de processus électoral? Je pense qu'aujourd'hui, vous avez bien fait citer, vous avez bien fait
de citer ces exemples-là. Effectivement, on constate qu'effectivement, il y a toujours des écueils, il y a toujours quelque chose à dire. Aujourd'hui, le système des élections pose toujours problème. Et nous disons que parfois, les partis de la majorité de l'opposition se sont toujours entendus, mais parfois nous assistons aux échanges où certaines laissent des salles pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et après, on se rend compte que ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, c'est d'abord une volonté des hommes. Il faut trouver des hommes sincères, des hommes qui pensent que le Gabon, comme le dit la Constitution au préambule, il dit que le Gabon est un pays uni et indivisible. Donc je me dis que si le Gabon est un pays uni et indivisible, les forces vives de la nation doivent se concerter ensemble pour qu'on trouve des solutions, pour qu'on arrive à stabiliser notre pays. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est tout à fait souhaitable de laisser ce qui s'est passé hier, et de dire que nous avons fait du chemin. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais aujourd'hui, je pense qu'on aura encore une ultime occasion de voir autour du président de la République, c'est-à-dire les partis de la majorité et les partis de l'opposition, se concerter pour qu'on rentre dans une élection sereine. Alors, selon vous, vous êtes un observateur également de la vie publique au Gabon. Vous avez déjà, en tant que citoyen libre, fait usage de vos droits civiques en allant au vote. Vous avez déjà voté. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a à parfaire dans le système électoral gabonais? On a entendu que les acteurs politiques pointent surtout, notamment ceux de l'opposition, estiment que le problème c'est au niveau de la proclamation des résultats. Le processus électoral en lui-même semble être bien, mais la proclamation des résultats pose problème. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, oui, effectivement, nous sommes d'accord, mais il faudrait commencer par dire aux gens qu'il faut donner la possibilité à tous les Gabonais de remplir ce droit civique. C'est-à-dire en libéralisant, par exemple, l'établissement des cartes d'identité et en scrutant effectivement très bien le fichier électoral. Parce qu'en principe, on se rend compte que dans le fichier électoral, nous avons par exemple des gens qui sont décédés depuis des années, qu'on retrouve parfois dans les listes électorales et on ne sait pas à quel moment on purifie cette liste. Aujourd'hui, il est question d'élaborer une liste où on n'aura pas des doublons, on n'aura pas des gens qui sont décédés et qui sont encore déclarés vivants. Donc je me dis que c'est un travail fastidieux que va faire le ministère de l'Intérieur pour essayer de mettre à nu, de mettre à plat ce fichier électoral pour qu'il soit déjà conforme. Au niveau de la proclamation des résultats, je dirais qu'une élection, ça se prépare. Ça se prépare avec ses états-majors, ça se prépare avec l'ensemble de ses adhérents. Et malheureusement, lorsqu'on assiste aux élections, on se rend compte que parfois on a été dans les bureaux de vote. On demande aux gens d'avoir des représentants dans les bureaux de vote. C'est-à-dire, on vous dit, vous devez avoir des représentants pour qu'ils prennent vos procès-verbaux, pour qu'ils regardent tranquillement le déroulement de tout le processus électoral. Mais malheureusement, lorsqu'on constate, on se rend compte que seul, ce n'est pas pour faire la messe, la talakou du PDG. Le PDG est peut-être l'un des partis les mieux organisés en matière de suivi des élections. C'est-à-dire ils ont toujours mis dans des bureaux de vote, c'est-à-dire les gens susceptibles de bien prendre des résultats par bureau. Ce qu'on ne retrouve pas dans certains partis de l'opposition, c'est-à-dire qu'en principe, vous pouvez trouver dans un bureau de vote et vous recherchez même celui qui représente l'opposition, c'est-à-dire qui n'existe pas. Mais on fait confiance à ceux-là qui sont devant les salles lorsqu'on proclame. Mais je pense que celui qui doit garantir la sécurité, celui qui doit garantir à son parti qu'effectivement les résultats sortis des urnes sont fiables, c'est les représentants qu'on envoie. Donc à ce niveau-là, il faut aussi éduquer la population à bien choisir les personnes qu'ils envoient dans les bureaux de vote. Vous estimez qu'il y a un travail de sensibilisation et de formation qui doit être fait par les leaders des partis politiques à l'endroit des militants ou des citoyens gabonais, c'est ça? Oui, à l'endroit des citoyens pour qu'ils leur donnent effectivement le bon déroulement du processus électoral parce que cela part de là. Lorsque les résultats sont contestés, c'est parce qu'en principe, ceux qui ont pris les résultats, c'est-à-dire que ceux qui ont envoyé leurs représentants ont pris des résultats en bonne et due forme, mais on se rend compte que les autres qui n'ont pas les résultats, ils se fient par exemple à ces badauds qui viennent devant les portes et ils notent, ils n'ont pas forcément la vérité. Donc je me dis que les partis de la majorité de l'opposition doivent se concerter pour éduquer la population au processus électoral. Parce qu'il peut arriver que le jour de l'élection, parce que, bon, en principe, au dernier recours, on n'a pas quelqu'un sous la main, on se dit, bon, tiens, j'ai mon cousin qui est là,
il faudrait qu'il vienne. Bon, tiens, va me représenter, mais le pauvre, d'abord, quand il s'en va, quel est le moyen que vous l'avez donné? Il n'a pas de sandwich, il n'a pas d'eau, donc le pauvre, lorsqu'il est là, il a faim, et il ne regarde pas le processus. Donc, je me dis que c'est une logistique. Le constat qui est également fait, c'est que depuis 1990, il y a plusieurs recours ou plusieurs saisines de la part des acteurs politiques qui ont participé à des élections, même des acteurs de la société civile, que ce soit des élections législatives, locales ou présidentielles, plusieurs saisines de la Cour constitutionnelle. Et ces acteurs politiques-là ont souvent été déboutés par la haute juridiction parce que la Cour fait le constat qu'il y a une méconnaissance patente de la loi électorale notamment dans notre pays par les acteurs. C'est un réel problème. Oui, lorsqu'on fait des recours à la juridiction qui est la Cour constitutionnelle, nous faisons des élections au Gabon sur la base de la loi. Donc tout ce qui est fait et tout ce qui tourne autour des élections présidentielles, législatives et locales sont sous la loi, conformément et légalement par rapport à la loi. Donc il n'y a pas quelque chose qui a été fait et qui n'a pas été élaboré et qu'on ne peut pas retrouver dans la loi. Et effectivement, lorsqu'on fait des recours, on fait des recours aussi sur les textes de loi qui sont légaux. Or, la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle est saisie dans son article 92, dit que tout recours fait à la Cour constitutionnelle ne peut pas être revu lorsqu'elle s'applique à l'autorité publique comme aux citoyens. Donc je me dis qu'avant de faire des recours, il faudrait avoir tous les éléments juridiques qui nous permettent aujourd'hui d'aller devant la Cour. Or, lorsque l'on va vers la Cour, on se rend compte que parfois, ils n'ont pas assez d'éléments juridiques qui peuvent leur permettre de revenir sur ce qu'ils ont émis comme revendication. Alors, il y a également d'autres faits, toujours dans ce processus électoral dénoncé par certains acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition, le phénomène de la transhumance, le fait de déplacer des populations d'une localité à une autre pour aller, semble-t-il, parfois fausser le résultat des élections dans certaines parties du pays. Comment vous réagissez par rapport à ce phénomène dit de bœufs votants qui existe depuis 1990 dans notre pays? Je reviens toujours à la loi. Est-ce qu'il y a une loi qui l'interdit? Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'on prenne les dispositions légales qui permettent justement cette transhumance-là? Oui, parce que je me dis tout ce qui se passe doit être passé sur la loi. S'il n'y a pas une loi pour ça, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que vous trouvez normal, par exemple, que vous soyez, vous, de Tchibanga, que vous avez des intérêts politiques dans la ville de Tchibanga, dans la province de la Nyanga, et que on fasse venir des gens d'Oyem, par exemple, ou de Franceville, venir se faire inscrire à Tchibanga et influencer le vote de ceux qui vivent sur place? Comment vous réagissez? C'est ce que j'ai dit, ça révèle de l'Assemblée nationale, du gouvernement, de prendre des dispositions. Mais à moi, je trouve que jusqu'à présent, s'il n'y a pas de loi, c'est légal. Donc ça veut dire que vous, en tant qu'acteur de la société civile, vous trouvez normal justement qu'il y ait des gens qui n'ont aucun intérêt dans une région et qui peuvent quand même venir se faire inscrire et voter? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'intérêt dans une région. Le problème, c'est que nous parlons du Gabon. Oui. Donc ça veut dire qu'en principe, si je suis député de l'OIM, je suis d'abord au Gabon. Donc ça veut dire qu'en principe, on vote toujours au Gabon. Si vous êtes maire de la ville d'Oyem et que votre élection est influencée par des gens qui viennent de Mekambo, vous trouvez ça normal, il n'y a pas de problème? Parce que quand même, on est dans la proximité quand il s'agit des élections locales. On est dans la proximité. C'est-à-dire que la vision qui est la vôtre, vous, en tant que candidat à la mairie d'Oyem, est une vision qui épouse normalement les préoccupations des habitants de la ville d'Oyem. Oui, mais le problème, c'est que si on parle de la ville d'Oyem, on dira que vous connaissez que le peuple du Nord aime aller chez eux. Ça veut dire qu'étant à Libreville, les gens qui sont ici ont des préoccupations pour leur ville. Non, je ne parle pas des ressortissants d'Oyem qui vivent à Libreville. Je parle des ressortissants qui partiraient d'une autre province, qui ne seraient pas originaires de cette province, mais qui ont quand même la possibilité de se faire inscrire sur des listes électorales à Oyem et voter. Ils sont d'abord Parce qu'on les aura transportés, les deux votants. Vous trouvez ça normal? Ils sont d'abord gabonais. D'accord. Donc ils ont le droit de voter dans n'importe quel endroit, sous réserve qu'ils soient d'abord sur le territoire national. Donc ça veut dire que j'aille voter à Franceville ou à Mekambo, pour moi, ça ne pose pas de problème. Tant que je vote au Gabon, je suis gabonais, c'est légal. Toujours en rapport avec cette transparence électorale.
Aujourd'hui, il y a des acteurs politiques, des leaders, qui, par exemple, estiment qu'il faut revoir la composition du centre gabonais des élections. D'abord, avant de venir au centre gabonais des élections, il y en a qui pensent, par exemple, qu'il faut rétrocéder au ministère de l'Intérieur la paternité de l'organisation des élections, comme ça se faisait dans les années antérieures. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense toujours qu'on est dans les réformes instituées par le chef de l'État qui a bien voulu qu'on crée des organismes pour gérer des choses. Donc nous sommes partis de la CNE, de la CENAP. Aujourd'hui, on est dans le centre gabonais des élections. Vous avez vu récemment, je pense que c'est aussi ça la liberté, des acteurs politiques de la société, réappropriation du Gabon et sa liberté. Réagir. C'est réappropriation du Gabon et sa liberté, ont émis une requête au niveau de la Cour constitutionnelle pour demander à ce que le bureau de l'actuel CGE soit reconduit. Non, soit dissous, parce qu'il n'était plus conforme par rapport aux dispositions légales. Je pense que la requête a été enregistrée au greffe de la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle a rendu son verdict. Et effectivement, aujourd'hui, aux dernières nouvelles que j'ai, ils ont simplement dit que pour assurer les affaires courantes, ils ont gardé et le président, les deux vice-présidents et le secrétaire général, et les autres ont. Maintenant, nous attendons maintenant que les acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire de la société civile, de l'opposition et de la majorité, trouvent maintenant des gens à qui ils ont confiance pour aller maintenant réorganiser cette institution. Je pense que c'est encore là une occasion qui est donnée aux responsables politiques de fédérer autour du chef d'État pour qu'on élabore tous ces stratégies. Ça veut dire que vous, Frédéric Gabondo, vous n'êtes pas favorable à ce que le ministère de l'Intérieur reprenne l'organisation des élections au Gabon, c'est bien ça? Non, mais le ministère de l'Intérieur assume déjà, puisque c'est le centre gabonais des élections organise, mais c'est le ministère de l'Intérieur agit en partie, notamment en ce qui concerne le toilettage du fichier électoral, mais les opérations de vote sont sous la responsabilité du centre gabonais des élections. Vous préférez qu'on reste dans cette configuration, c'est ça? Je pense que le gouvernement saura mieux répondre à ma place parce que je suis un citoyen, mais pour le moment, ce qui est fait... Mais vous avez votre mot à dire, puisque vous êtes un fait observateur de la vie publique de notre pays. Je dirais que oui. Pour le moment, ça ne cause pas de problème. Jusqu'à présent, ce centre gabonais des élections a géré les élections de faire bonne manière. Nous avons peut-être constaté, vous ne l'avez pas dit, ce n'est pas seulement pour l'année 2016, mais vous l'avez dit depuis 1990. Donc je me dis qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut tendre la perche sur ce que le président de la République demande, cette concertation. Peut-être qu'à partir de là, les acteurs politiques autour du chef d'État pourront trouver des meilleures solutions à vos propos. Je pense que comme ils nous écoutent, ils vont peut-être aussi prendre note en disant que, bon, on a entendu tel aspect, est-ce que vous pensez que, par rapport à ça, je pense que ce sont eux qui animent la politique nationale, donc on leur fait confiance. Ils sont devenus matures quand même. Hein. Alors, on est toujours dans ce registre consacré au processus électoral, puisque c'est ce qui va sous-tendre les travaux de la future concertation politique souhaitée par le président de la République et l'ensemble des forces vives de la nation. D'autres leaders politiques également estiment qu'il faut revoir la composition, la structure même du centre gabonais des élections. C'est vrai qu'il y a un président, il y a des vice-présidents à parité, opposition-majorité, mais il y a certains acteurs politiques, par exemple, qui disent qu'il faut qu'il y ait désormais 2 présidents à la tête du CGE. Un président représentant l'opposition, un président représentant la majorité. Ça fait quand même une structure qui a 2 têtes. Est-ce que vous pensez que de façon pratique, ce serait viable? Non, ma part, non. On n'a jamais vu une institution marcher de cette manière-là. On a un président et on a un vice-président. On a un secrétaire général et on a des administrés. Donc cette proposition, pour moi, elle n'est pas judicieuse. Ça continuera toujours à mener du désordre et j'estime qu'on peut garder la structure telle qu'elle est, peut-être avoir des améliorations, mais je tiens quand même à dire qu'au niveau de ces structures-là, ce sont toujours ces mêmes personnes qui envoient leurs gens. Ce sont eux qui les envoient. Puisque au niveau du centre gabonais des élections, puisque c'est ça le sujet, ce sont eux qui envoient leurs représentants, ce sont eux qui envoient leurs gens pour faire le travail. Donc, si leurs gens ne font pas bien le travail, c'est de la faute de qui? Puisque ce sont eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, là, on a mis à
à table basse. Donc, c'est-à-dire qu'en principe, on doit renouveler ces bureaux. Bon, quand on le renouvelle, est-ce qu'on le renouvelle simplement pas avec les partis de la majorité? Non, on le renouvelle avec les partis de l'opposition et les partis de la majorité. Donc, c'est à eux aussi de savoir choisir les éléments qu'ils envoient là-bas. D'accord. Alors, il y a... Donc, il y a un véritable problème du choix des hommes. Et je pense que, au risque de me tromper, aujourd'hui, je pense qu'il y a un véritable problème sur le choix des hommes que nous envoyons diriger certaines institutions. C'est-à-dire que les partis politiques ont la responsabilité, évidemment, du choix des représentants qu'ils envoient au sein du centre gabonais des élections, puisqu'il n'y a aucune imposition qui leur est faite, c'est eux-mêmes qui font le choix de leurs représentants. C'est bien ça. D'accord. Alors, finalement, toujours en rapport avec la question électorale, évidemment, peut-être on va terminer sur cette question par rapport au registre consacré à la question électorale. On est évidemment une élection à 2 tours. Il y a des efforts qui ont été faits par la puissance publique justement pour accéder au lendemain des accords. Ça fait partie des préoccupations qui ont été évoquées lors des accords d'Angondjé. L'organisation des élections à 2 tours, c'est un pas en avant pour la démocratie. Oui, généralement, est-ce qu'on peut dire que c'est un pas? C'est un pas, oui. Mais lorsque vous atteignez, par exemple, 51,5% de voix, qu'est-ce qu'on fait? C'est le premier tour. Donc, on se dit, oui, effectivement, le deuxième tour est possible lorsque l'un des candidats n'arrive pas à atteindre les 50%. Mais si vous avez 50,01%, vous êtes élu. Premier tour. Donc, ça ne pose pas de problème. Ça pose problème lorsqu'on dit, bon, il a 49%. Et on le déclare élu. Là, il y a problème. Est-ce que la loi prévoit que si vous avez 40%, vous devez être élu? Non. La loi prévoit que si vous avez 50,1%, vous êtes élu au premier tour. Alors, le président de la République, le 31 décembre, a donc annoncé l'organisation de cette concertation politique qui devrait réunir la majorité et l'opposition gabonaise, sauf que depuis cette annonce, eh bien, la société civile s'invite autour de la table. Est-ce que vous pensez que cette concertation politique devrait se faire avec les acteurs politiques, ou vous estimez qu'il faut l'élargir, il faut qu'il y ait la société civile? Bon, je pense qu'au niveau du Gabon, jusqu'à présent, nous avons les partis dits de la majorité, donc les partis au pouvoir, et ces regroupements de partis. Nous avons les partis dits de l'opposition. Mais nous avons aussi cette société civile. Eux aussi, ils ont un rôle à jouer dans l'évolution de la vie politique. Donc j'estime qu'on ne peut pas faire un tel dialogue sans pourtant associer la société civile. Non, je pense que leur présence est de bon augure. Ça avait déjà été le cas en 2016-2017 à Ngondja avec le dialogue d'Angondja qui avait vu la présence des acteurs de la société civile, ce d'autant plus que la société civile estime que la question électorale va au-delà des chapelles politiques. Il y a des orientations, des recommandations qui sont faites par les organismes des Nations Unies, notamment en ce qui concerne la bonne gouvernance, et ces questions électorales également sont en bonne place. Donc vous, personnellement, Frédéric Gabon-Ondo, vous pensez que si on vous tendait la perche, vous participerez à cette concertation? Je pense que ce serait l'idéal pour moi de donner mon point de vue. Parce que le problème, c'est que lorsqu'on dit l'opposition, lorsqu'on dit la majorité, parce qu'on est d'abord opposition, parce qu'on estime qu'on va prendre le pouvoir. Mais ça n'exclut pas que si vous n'avez pas le pouvoir, vous pouvez assister au pouvoir, vous devez donner des orientations pour la bonne marche du pays. Parce qu'en principe, l'idéal d'un parti, c'est de dire je crée un parti politique parce que je veux un idéal pour mon pays. Je veux un idéal pour mes concitoyens. Et donc, si je n'ai pas le pouvoir, je peux apporter toujours ma pierre à l'édifice. Et moi, je pense que c'est vers là que les partis d'opposition doivent aller, c'est-à-dire accompagner le gouvernement à mieux faire. C'est-à-dire ce qui n'a pas été fait. Vous dites non, dans ce cas-là, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, on n'est pas là pour dire, bon, comme je suis opposant, je ne dirais pas à Jacques d'enlever cette chaise alors que j'estime qu'elle gêne. Non, je vais lui dire, bon oui, c'est vrai, tu es là, mais cette chaise-là, elle n'est pas bien placée pour le bien commun de tous. On souhaiterait quand même que cette chaise-là soit déplacée pour qu'elle soit mise dans un endroit où tout le monde pourra être tranquille.
parce qu'elle gêne par exemple un passage. Je me dis que les partis de l'opposition sont aussi des partis conseils. C'est-à-dire que je pense que c'est ça le jeu démocratique, l'équilibre d'une nation. On ne peut pas gérer un pays seul. Donc ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir, mais les partis au pouvoir aussi doivent se rendre compte que les attentes des partis de l'opposition aussi sont fondées. Donc, à un moment donné, il faut ce genre de rencontre initiée par le chef d'État où on se retrouve pour prendre ce qui est bien et jeter l'autre. Parce que je vous rappelle ce qu'a dit le président de la République lui-même, il a dit il faudrait qu'on fasse une élection transparente, il faut faire en sorte que l'élection se passe dans la paix, parce que notre fichier électoral a toujours été un fichier à problème. Il nous a amené tellement de problèmes qu'aujourd'hui, le chef de l'État s'est arrêté pour dire qu'il ne veut plus que ça se passe comme en 2016. Donc, comme il ne veut plus que ça se passe en 2016, d'aucuns diront, bon, mais, et pourtant, depuis 2009, 2010, 2011, il le sait, non, oui. Il le sait, mais aujourd'hui, il a dit non, c'est bon. Avec les Gabonais, nous allons aller ensemble pour qu'on se concerte. Maintenant, c'est aux partis de l'opposition et la société civile de jouer son jeu et de dire clairement au chef de l'État les réelles préoccupations pour qu'on avance ensemble. Alors, vous êtes donc un acteur de la société civile. Dites-nous pourquoi est-ce que vous avez choisi ce champ d'expression, ce champ-là pour justement mener vos activités. Vous aurez pu vivre votre vie tranquille comme certains compatriotes de façon isolée en vous mettant en marge de la République. Pourquoi avoir choisi justement de vous investir sur le champ de la société civile? Je suis d'abord gabonais. C'est vrai que je ne suis pas totalement affilié, c'est-à-dire une carte d'adhésion à la société civile, mais je suis d'abord gabonais. Et j'estime que j'aime mon pays parce que je n'ai pas de pays de rechange. J'ai un seul pays, c'est le Gabon. Et tout ce qui touche au Gabon me touche particulièrement. Donc j'essaye à mon niveau d'apporter ma petite contribution, ma pierre à l'édifice. C'est vrai que ce n'est pas facile. Aujourd'hui encore, j'ai la grâce que vous m'ayez donné la possibilité de m'exprimer sur vos antennes et que j'espère que mon combat pour un Gabon prospère, un Gabon uni, un Gabon fort, j'ouvrira le jour. Alors, dites-nous comment il s'est défini ce combat-là. Vous êtes sur le terrain social depuis, je pense, 2 ans, depuis 2021. Que faites-vous de façon concrète? Bon, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le climat social et lorsqu'on regarde les problèmes que nous avons évoqués tout à l'heure, les gens sont fatigués du politique, les gens aspirent à un bien-être, les gens cherchent un endroit où ils peuvent trouver du confort. Aujourd'hui, la basse classe ne retrouve pas sa place dans le Gabon, qui est un Gabon béni par Dieu, qui est un Gabon de richesse. Et aujourd'hui, beaucoup de quartiers sont laissés pour compte, notamment nos bas quartiers. Donc moi, je me suis mis, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, j'aime le Gabon, donc à faire certaines petites actions sociales, comme par exemple réhabiliter certaines routes qui sont déjà du domaine de l'État ou des travaux publics. De voies secondaires? Des voies secondaires, parce qu'en principe, notre quartier, pour ne citer que celui-là, était déjà complètement désenclavé. De quel quartier parlez-vous? Nous parlons du PKU des écoles dans le 3e arrondissement. Donc ce quartier avait perdu complètement une route qui était une route qui donnait accès à la voie principale qui va vers Awendje. Et on s'est rendu compte que les taxis ne pouvaient plus rentrer, les gens ne pouvaient plus garer leurs voitures et la nuit c'était pénible lorsqu'il y avait des cas de maladie ou d'accident. Donc pour soulager l'État, je pense, nous avons décidé avec les autres d'aller dans les maisons des concitoyens, leur demander qu'ensemble on puisse remettre en rail cette partie de la route qui avait été délaissée par les pouvoirs publics. Et je pense que les populations ont adhéré à ce projet, ils ont contribué et puis après on a pu réaliser la route. C'est vrai que beaucoup n'ont pas cru parce qu'ils ont dit que ce n'était pas un homme qui n'avait pas assez de moyens qui pouvait élaborer de tels projets. Nous on a dit que nous croyons que le chef de l'État, au sommet de l'État, fait des actions, il donne la dynamique et nous devons aussi, en tant que citoyens, suivre derrière, c'est-à-dire qu'en principe que chacun fasse sa part
Et peut-être par cette manière d'interpeller le pouvoir public à dire qu'il fallait qu'il s'occupe aussi un peu de l'arrière-pays parce que nous souffrons aussi. Il n'y a pas que le centre-ville où on doit toujours bétonner les routes. Nos quartiers, si vous voyez, ils sont complètement dévastés par le ruissellement des eaux qui ne sont pas canalisées. La boue passe par là, donc vraiment c'est pénible. Même donc il y a une forme de prise de conscience collective dans ces quartiers dits parfois sous-intégrés au niveau de la ville de Libreville. Et là, vous avez essayé de faire une forme d'éveil de conscience, c'est bien ça? Oui. Hein, vous êtes donc entouré par des populations Oui, dans les PK, c'est bien oui, ça? les populations des PK sont conscients que le développement ne peut venir que par eux-mêmes. Donc par mois, nous essayons de faire des contributions collectives pour qu'on puisse achever cette œuvre. On l'avait commencé, maintenant il nous reste une partie qui n'est pas complètement achevée et on repart chaque fois pour dire aux populations, bon, nous avons commencé un projet, il faudrait qu'on le termine parce qu'en principe, la lettre motive c'est de dire, bon, vous critiquez l'État en disant l'État commence des chantiers, l'État ne les achève pas. Maintenant, aujourd'hui, vous avez la possibilité vous-même d'avoir commencé un projet. Et aujourd'hui, vous ne l'achevez pas. Pourquoi? Donc, il faudrait qu'on montre aussi aux gens que si nous commençons un projet, il faut l'achever. Donc, nous sommes dans cette dynamique-là. Parfois, il y a des éboulements comme la dernière qui s'est produite au PK8, où les gens, une fois de la population, habitent les hauteurs, mais l'accès à leur habitation s'est effondré. Nous sommes allés au secours avec les mêmes procédures pour essayer de remettre en marche les escaliers peut-être un peu plus modernes pour que cette frange de la population puisse aller. Alors, pour rester justement sur cet exemple que vous venez de prendre, celui des éboulements, est-ce qu'il y a également dans votre engagement des campagnes de sensibilisation à l'endroit de population justement par rapport à l'occupation anarchique de certaines zones non édificantes? Oui, on le fait, mais vous savez que le Gabonais moyen est mal logé. Et si vous trouvez un terrain qu'on vous vend à 200 000, vous voulez simplement que vos enfants aient un toit. Donc parfois, nous sommes obligés d'acheter ce terrain. Mais aujourd'hui, on demanderait par contre à l'État de faire en sorte que les gens ne soient plus eux-mêmes capables de vendre les terrains, mais que le ministère de l'urbanisme soit celui-là qui peut octroyer un terrain à un Gabonais qui veut une parcelle. Au moins, je suis sûr que si on passe par le ministère de l'urbanisme ou par une entité avérée, on aura peut-être moins de risques de voir les gens aller s'installer dans des endroits à risque. Parce que de nous-mêmes, on n'a pas assez de moyens. Alors, il y a la route, il y a des travaux qui sont faits pour essayer de désenclaver certaines zones dans ces quartiers des PK. Au-delà de ça, quel autre type d'action sociale vous organisez avec vos compatriotes? Bon, par exemple, nous avons des associations, par exemple, que je tiens à saluer. Les associations des Amis de la Vie, qui est dirigée par Madame Bibaya Huguette. Donc, cette station, elle est à Québéville. Donc, c'est-à-dire que c'est une station du 3e arrondissement. Avec eux aussi, on fait des choses dans l'humanitaire. Comme récemment, on a organisé un arbre de Noël pour les enfants d'Akébé au Costaud. On a estimé que parfois, beaucoup de familles n'ont pas assez de moyens pour souhaiter joyeux Noël à leurs enfants. Donc on s'est organisé pour qu'ensemble, avec les populations du pont d'Akébé, on puisse faire une manifestation à l'égard de nos enfants, parce que c'est cette jeunesse-là qui sera la relève de notre pays demain. Et on l'a fait, je pense que ça marche bien. C'est vrai que c'est difficile de faire des actions sans soutien de la part des autorités publiques, mais bon, on y arrive. Alors, c'est une façon pour vous de participer aussi à la politique de partage initiée par les pouvoirs publics, c'est bien ça? C'est bien, parce qu'en principe, lorsqu'on fait ce genre de travaux, par exemple, dans la zone des PK, on a constaté qu'on avait initié un projet sur les bassins versants. Et à un niveau donné, on a arrêté les bassins versants à un niveau et on a oublié une autre forme de population qui s'inonde à chaque fois qu'il pleut. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est aussi une manière, on a appelé la RTG chaîne 1 pour venir voir comment nous, on est été obligés d'aller descendre dans cette partie du bassin qui a été oubliée, et on a demandé à ce que le chef d'État aussi vienne quand même en apport aux préoccupations des Gabonais qui sont dans des conditions difficiles. Parce que le bassin versant, lorsqu'il est fait,
Je pense qu'il peut régler beaucoup de problèmes d'inondation parce qu'on perd beaucoup de documents, on perd des actes de naissance, on perd parfois nos matériaux, on perd beaucoup de choses. Donc je me dis que parfois ces actions aussi, c'est pour interpeller les pouvoirs publics à se retourner vers ces quartiers-là qui parfois ont des problèmes d'eau, qui ont parfois des problèmes d'électricité. Donc on ne va pas à chaque fois s'ériger en casseur, on ne va pas à chaque fois dire aux gens non, bon, puisque ça ne marche pas, allez-y à tel endroit, manifestez-vous. Non, aujourd'hui il s'agit de faire une autre forme de révolution, c'est celle de dire au pouvoir public que nous sommes là, nous vous accompagnons par nos propres actions. Mais justement, je veux m'engouffrer dans la brèche que vous venez d'ouvrir. On sait que les quartiers populaires, les quartiers sous-intégrés font souvent face à une réelle misère et que cette misère est parfois exploitée par certains acteurs politiques qui instrumentalisent, qui n'hésitent pas à instrumentaliser les jeunes qui sont dans des situations très vulnérables. On est en pleine année électorale aujourd'hui. Frédéric Gabaondo, quel est le discours, vous qui connaissez les PK, vous qui investissez dans les PK, quel est le discours que vous tenez justement à ces jeunes qui vivent dans ces différents quartiers-là? Je tiens souvent un discours de dire aux gens qu'il faut toujours garder l'espoir. C'est vrai que même lorsque c'est difficile, il faut toujours garder la tête haute. Avoir un idéal de vie. Parce que la vie ne se trouve pas seulement dans la rue, elle se trouve aussi dans l'éveil de conscience. C'est-à-dire, en principe, ramener les gens vers ce qui est juste et vers ce qui est bien. Parce que quand nous vivons dans les PK, effectivement, on a souvent coutume de penser que les quartiers sous-intégrés sont des repères de bandits. Non, il n'y a pas que des bandits dans les quartiers sous-intégrés. Il y a aussi des gens qui pensent qu'on a besoin de vivre en communauté. Donc, nous, on cherche simplement le bien-être, on cherche pas beaucoup, on cherche simplement avoir des conditions, pouvoir aller amener nos enfants dans les écoles, avoir des routes qui sont praticables en toute saison. C'est tout. Comment vous avez vécu l'épisode tragique de la révolte des casseroles organisée dans notre pays? Il y a eu des compatriotes qui ont perdu leur vie. On a vu cette mobilisation une fois de plus dans les quartiers populaires, notamment dans les PK. On revient dans les PK. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous pensez qu'on pourra éviter ce genre de débordement en 2023? On peut toujours éviter. On peut toujours éviter. Comme je l'ai dit, c'est d'avoir le bon discours. Je vous ai dit tantôt que le Gabon est un pays uni et indivisible. Il ne faudrait pas que le Gabonais soit lui-même ennemi du Gabon. Nous n'avons pas intérêt à incendier le Gabon, nous avons intérêt à faire que le Gabon aille bien. Et si le Gabon va bien, on ira bien. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai qu'il y a la misère. C'est là, parfois j'ai envie de dire, c'est de la loi de la nature. Tout le monde ne peut pas être riche, mais tout le monde ne peut pas aussi être pauvre. Mais je me dis que si on peut apporter des discours d'espoir, des discours qui ramènent les gens à avoir la confiance en son État, je pense que ça peut aller. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la révolte des enfants est due parfois au fait qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de petits métiers, ils errent d'ici et là en longueur de journée. Il n'y a même pas des aires de jeu dans ces quartiers-là. Vous voyez que, bon, lorsqu'ils sont oisifs... Il y a un plateau sportif qu'on a construit au PK7, dans les PK. On ne va pas mettre un plateau sportif dans chaque quartier. C'est quand même dans la zone, je veux dire. Oui, mais si on met chaque plateau sportif dans 200 mètres dans chaque quartier, ce serait bien. Ce serait l'idéal. Est-ce que vous pensez, Frédéric Gabaondo, aujourd'hui, qu'il y a une fracture entre les politiques, les acteurs politiques et les populations, notamment les jeunes qui vivent dans les quartiers sous-intégrés ou populaires? Bien sûr, je le pense. Je pense que la fracture est même énorme, elle est totale. La fracture, elle est bien là et ils sont conscients de ça. Je parle bien conscient, ça dit l'acteur politique. Mais c'est parce qu'en principe, comme je dis, ils n'ont pas su trouver le bon discours. Parce que lorsque quelqu'un est au bord du gouffre, il ne faut pas venir l'enfoncer, il faut lui trouver des discours de l'encouragement qui lui dit, écoute, tu peux sortir, parfois lui tendre une perche. Mais le politique n'a pas su le faire. Donc, ça veut dire que vous, en tant qu'acteur présent sur le terrain social notamment, vous pensez qu'il faut multiplier les actions de
proximité vis-à-vis de cette frange de la population. Oui, C'est bien ça. C'est-à-dire qu'il y a les politiques publiques qui sont élaborées à l'échelle nationale, mais vous pensez qu'il faut descendre dans le MAPAN, dans le quartier sous-intégré et créer des conditions de vie qui permettent à ces jeunes-là de pouvoir voir le bout du tunnel. Ils sont Gabonais. Pourquoi les oublier? Donc, si on estime qu'on doit les oublier parce qu'ils ne sont pas Gabonais, mais le jour de l'élection, ils deviennent Gabonais. Mais est-ce que quand vous dites qu'ils sont oubliés, bon, il y a par exemple sur le plan scolaire, hein, quand on voit, il y a des établissements dans les PK, il y a des écoles primaires, il y a même des lycées, des établissements secondaires, il y a certaines infrastructures de base qui existent, il y a l'eau, il y a de l'électricité. Le gros problème, par exemple, qui se pose dans les PK, c'est celui de l'urbanisation. On est d'accord que c'est un problème réel, celui-là. Oui, le problème des écoles, déjà, on remercie déjà aussi le chef de l'État parce qu'il a ouvert un nouveau lycée. C'est déjà bien qu'on ait ce lycée qui a permis à ce que beaucoup d'enfants qui étaient dans les lycées très éloignés puissent apprendre dans le cadre de proximité. Je pense que c'est vers ce que nous voulons contendre, c'est-à-dire donner la possibilité à tout le monde d'avoir accès à la chose publique. Parce qu'aujourd'hui, le Gabonais moyen n'a pas la possibilité d'aller inscrire son enfant dans un établissement privé. Mais parfois aujourd'hui, on voit ces mères de famille, parfois démunies, qui sont obligés d'aller chercher une instruction dans un petit centre parce qu'en fait, il ne veut pas laisser son enfant à l'école. Mais lorsque vous voyez par voie les centres vers lesquels vont nos enfants, ce n'est pas des centres agréés, mais c'est parce qu'en principe, on n'a pas le choix. Parce que les structures publiques sont déjà saturées et qu'on est obligé de se recourir à des petites structures. Donc je me dis que l'État a déjà fait un progrès, mais on demande à ce que l'État continue à faire mieux pour le bien-être des Gabonais. D'accord, alors je parlais de la fracture, je vous demandais si vous pensez qu'il y a une fracture entre les pouvoirs publics et les jeunes, notamment dans les quartiers sous-intégrés. Est-ce que vous pensez qu'il y a un désintérêt de la chose politique de la part de ces jeunes-là? Oui. Les jeunes disent ceci, ils se disent que les hommes politiques, en griffes, ne les abordent que lorsqu'ils sont en période électorale ou post-électorale. Et après leur élection, c'est fini, ils sont laissés pour compte. Donc aujourd'hui, ils ont perdu cette confiance parce que ces gens-là ne sont jamais revenus vers eux pour leur expliquer des choses. Parce qu'en principe, lorsqu'on amène des gens vers des institutions comme l'Assemblée nationale, la mairie, la présidence de la République, on a quand même aussi le devoir de revenir vers les populations pour, le temps soit peu, expliquer ce qui se passe pour rassurer que vous êtes toujours là. Or, la cassure est énorme. On les voit pendant 1 mois, 2 mois. Et après l'élection, on les revoit dans 5 ans. C'est une fracture. Et ça laisse beaucoup d'amertume dans la vie des gens. Donc, les gens aujourd'hui, lorsqu'on arrive, même lorsque vous êtes véridique, même lorsque vous avez des belles propositions à leur proposer, ils ne sont plus prêts à gober parce qu'ils se disent que c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent pour dire les mêmes mensonges. Mais je pense qu'il ne faut pas aller vers les populations pour dire ce qu'on n'est pas capable de faire. Or, pendant les élections, les gens vont dire ce qu'ils ne sont pas capables d'apporter à la population. Il faut dire à la population ce que vous êtes capable de faire pour eux dans l'immédiat. Promettre des choses qu'on ne peut pas réaliser. Et à la fin, on arrive au moment où ils attendent à ce que vous puissiez tenir vos promesses, vous ne les tenez pas. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous devriez vous investir dans ces quartiers-là pour emmener justement ces jeunes à pouvoir se réconcilier avec la politique, à pouvoir se faire inscrire massivement sur les listes électorales? Mais c'est le travail Est-ce que justement, se désintéresser de la politique, ce n'est pas se tirer une balle dans le pied? Bon, aujourd'hui, on leur dit qu'en principe, ils n'ont pas le devoir de se défaire de la politique. Parce que lorsqu'ils restent chez eux et ne pas assister à la chose politique, c'est accepter de continuer à vivre dans l'état actuel. Or, je me dis que c'est vrai que c'est difficile, mais il faut toujours assister, il faut toujours participer à tout débat politique pour donner son point de vue. Et un jour, les choses vont évoluer. Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc je me dis qu'il faut changer le discours, il faut changer la manière de regarder les autres, il faut changer la manière de considérer
que les autres ne sont que des instruments que nous pourrons utiliser pour atteindre nos objectifs. Parfois, il faut leur apporter de l'amour. Et parfois, ce n'est pas de l'argent qui règle tout le problème, mais parfois, quelqu'un a juste besoin d'amour, juste besoin d'une petite attention. Ça veut dire que Frédéric Guémaondo est prêt à prendre son bâton de pèlerin pour sillonner tous les PK afin de sensibiliser, demander aux jeunes de se faire inscrire massivement sur les listes électorales en vue de participer à ces 3 élections organisées en 2023 au Oui, je Gabon. pense que c'est un cap important pour notre pays. Donc je me dis que tout le monde doit faire en sorte que, j'ai envie de dire, cette fête soit belle et qu'on ait des élections tranquilles où tout le monde va se reconnaître. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens qui se mettent dans la rue, ce ne sont même pas ceux qui ont voté. Parfois. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voté parce qu'ils se disent, bon, je ne vote pas. Mais à la proclamation des résultats, c'est le premier qui va dans la rue. Tu vas revendiquer quoi? Tu n'as même pas voté. Alors, quelle est votre observation, hein, l'observation que vous faites de ce spectacle parfois, je n'ai pas envie de dire affligeant, mais bon, on regarde, on a l'impression que les acteurs politiques, que ce soit de la majorité, de l'opposition, se disputent la paternité du MAPAN. Vous parlez de façon triviale. Comment vous réagissez par rapport à cette situation? On entend certains acteurs politiques se présenter comme étant des gens du MAPAN, des gens qui viennent du quartier, des gens qui ont la mainmise sur le quartier. Comment vous réagissez? Comme je continue à le dire, le Gabon est un pays qui appartient aux Gabonais. Mais est-ce qu'il y a une forme de fierté? Moi, je veux dire, quand on est du MAPAN et qu'on on sent qu'on fait l'objet d'une attention aussi particulière de la part des acteurs politiques, ou bien on se dit, bon, finalement, on est juste que du bétail politique. Non, mais c'est une fierté. Regardez, si on vous donne l'exemple, par exemple, vous êtes debout avec des gens, et puis tout d'un coup, une personnalité politique connue vous approche et vous tend la main. Les autres vont vous regarder, même vous-même, vous serez fier, vous dire, ah, ça veut dire que j'ai de l'importance. C'est juste ces petites attentions que nous voulons, cette petite reconnaissance que nos élus reviennent vers nous, au moins pour nous rendre compte de l'évolution des choses, en disant, bon, nous avons pris telle prédisposition, mais ça va être dur, mais il faut patienter. Ça ira. Donc vous estimez que ce n'est pas de simples calculs, petits calculs de politiciens, non? Non. Il faut être avec les gens, il faut les aimer. Moi, je suis un père de famille, j'aime mes enfants. Est-ce que je fais la politique de mes enfants? Mais le premier noyau de la politique, c'est sa femme. J'ai une famille, j'ai des enfants, je prends soin d'eux. Donc je me dis que si le premier noyau de la politique, c'est le cercle familial, si tu prends soin de tes enfants, tu pourras prendre soin de la République. Frédéric Guémaondo, on est quasiment arrivé au terme de l'émission. Quelle peut être votre conclusion pour mettre un terme à ce nouveau numéro de l'émission Le Métronome? Comme je disais, je tiens déjà à vous remercier de m'avoir permis de m'exprimer sur vos antennes. Je tiens à rappeler aux Gabonais que le Gabon est un pays unique et indivisible et qui appartient à tous les Gabonais. Et c'est à nous de parfaire, c'est à nous d'amener le Gabon vers les lendemains meilleurs. C'est à nous de faire en sorte que le Gabon se porte bien. Et nous aussi, par derrière, on se portera bien. C'est de changer des mentalités, c'est de bien regarder les candidats lorsqu'ils arrivent avec un programme de société qui tient et de ne pas suivre juste parce qu'en principe, quelqu'un vous aurait donné 200 francs et vous êtes obligé de suivre même si vous ne voulez pas. Aujourd'hui, on se dit il faut commencer par voter utile. Utile, c'est de dire je suis convaincu que je soutiens M. Pambou parce que je crois en ce qu'il me dit, je crois en ce qu'il fait. Et non pas parce que je crois en M. Nguema, parce qu'en fait, M. Nguema m'aurait donné 200 francs, alors que le programme de société de M. Pambou est plus judicieux que celui de M. Nguema. Non, il faut commencer par voter utile, commencer par cette prise de conscience de dire nous voulons que le Gabon change. Et si nous voulons changer le Gabon, c'est de changer nos mentalités, c'est de changer la manière de regarder les autres. C'est difficile, mais je pense que mon souhait à moi, c'est, comme le disait Martin Luther King, que j'ai envie de voir un Gabon meilleur, un Gabon prospère, où chaque petit enfant du Gabon pourra avoir la possibilité d'être un jour directeur général sans pourtant qu'il appartienne à tel ou tel clan. Et je pense que le souhait va plus loin de voir cette cohésion sociale, cette fraternité entre les populations,
que je me sente à Oyem ou à Mbigou, je dois forcément me sentir chez moi. Et je souhaite à ce que les Gabonais trouvent la force de se pardonner, trouvent la force de marcher ensemble pour un Gabon fort, pour un Gabon prospère. Je vous remercie. Merci Frédéric Gabondo, merci d'être passé dans l'émission Le Métronome. Ainsi se referme cette émission. Merci de l'avoir regardée et bonne suite des programmes sur Télé Africa.